Bonjour, alors mon nom est Marie-Hélène Adrien. Je suis présidente du cabinet conseil Universalia, qui est un cabinet qui se spécialise en évaluation, créé en 1980. Alors au cours de ma carrière, j'ai effectivement eu à être à la fois évaluatrice, puisque j'ai eu à évaluer des projets, des programmes financés par un très large réseau de bailleurs de fonds, que ce soit les agences des Nations Unies ou que ce soit les agences gouvernementales canadiennes. Et par ailleurs, en plus donc de mon rôle d'évaluatrice, j'ai également été amenée à enseigner, soit dans le cadre du programme IPDET, soit également être sur le conseil d'administration et présidente de l'association IDEAS, qui est donc l'association d'évaluation pour le développement international. Alors ça me fait un très grand plaisir de partager avec vous quelques-unes des leçons que j'ai eu à apprendre de mon parcours en évaluation et d'avoir à mettre de l'avant ce qui pour moi devrait figurer dans l'agenda des prochaines années, ainsi que le rôle d'Eval Partner à cet effet. Alors si je devais identifier les quelques points qui selon moi ont marqué la profession d'évaluation au cours des dernières années, je pourrais citer les quelque chose suivantes. Je pense que tout d'abord il y a un changement dans l'unité d'analyse. Lorsque j'ai commencé mon parcours en évaluation, on parle déjà des années 80, on parlait surtout d'évaluation de projet. Ensuite, on est passé à vraiment un élargissement parlant d'évaluation du programme, d'évaluation d'organisation, d'évaluation de réseau, de politique publique, ce qui fait qu'il y a eu, selon moi, une complexification de l'unité d'analyse. Alors, cette complexification a donc nécessité que les évaluateurs se dotent d'outils de plus en plus nombreux pour saisir les différentes dimensions analysées. Alors en voulant donc se doter de ces outils de plus en plus complexes, on a au fur et à mesure des dernières années eu des méthodologies qui, à mon sens, sont devenues de plus en plus sophistiquées. Alors on a effectivement connu toujours les évaluations formatives, les évaluations sommatives, les évaluations ex post, ex ante, mais si l'on se plonge dans la littérature de l'évaluation, on retrouve maintenant des évaluations de processus, process evaluation en anglais, des évaluations développementales, des évaluations participatives, de l'auto-évaluation, et j'en passe. Ce qui fait que pour quelqu'un qui commence à faire de l'évaluation, le répertoire est très vaste. Mais si on fait un petit peu une analyse de ce qui s'est fait en termes de méthodologie, ce dont je me rends compte, c'est que l'on a élargi énormément le champ de méthodologie pour la collecte de données. On a peut-être porté moins d'attention à élargir les capacités à donner du sens aux informations qui ont été recueillies et également encore moins à l'utilisation qui est faite des données qui ont été recueillies. Alors à mon sens, l'évaluation, si on est en mesure maintenant de trouver différentes façons de ramasser l'information, le que veut dire cette information, qu'est-ce qui est intéressant de comprendre à travers ce qui a été recueilli, à mon sens, cela semble encore faire un petit peu défaut. De même, au niveau de l'utilisation de l'évaluation et l'usage qu'en font les décideurs, je crois qu'il y a encore un grand progrès à faire. Très souvent, les évaluations restent assises sur des étagères et sur des tablettes et on ne les utilise pas pour prendre les décisions qui sont bien apportées. Si je continue donc sur un autre ensemble de changements qui ont eu lieu au cours des dernières années, je crois qu'il y a eu un accent très fort qui a été mis sur les résultats. On ne cherche plus simplement à comprendre ce qui a été fait, mais à comprendre les changements qui sont arrivés au fur et à mesure de ces activités. Alors, ces résultats, évidemment bien encadrés par toute notre notion de gestion axée pour les résultats, elle a du bon, puisqu'elle permet aux investisseurs de comprendre ce qui est arrivé au niveau de leurs investissements et de leurs activités. Mais je pense qu'elle a quand même un certain nombre de limites, parce que, en particulier dans le développement international, on parle très souvent de changements dans le domaine social, des changements en éducation, des changements dans les droits de la personne, et pouvoir parler de résultats, il faut avoir une certaine patience. Et la gestion axée sur les résultats dans l'évaluation ne permet pas toujours, surtout pour des bailleurs de fonds dont les projets ont un cycle relativement court, on parle parfois de 3 à 5 ans, de pouvoir apprécier les changements qui se sont faits.
Et je pense que dans ce sens-là, en tant qu'évaluateur, on doit être en mesure de pouvoir avoir des méthodologies qui permettent beaucoup plus donc de se doter de mesures intermédiaires et d'avoir une certaine patience pour pouvoir vérifier les résultats qui auraient pu arriver à l'aide de nos interventions. Alors si je regardais un peu l'agenda que pourrait avoir l'agenda pour le futur, je dirais donc qu'il faut peut-être porter plus d'attention aux méthodologies qui nous font donner du sens aux données. Un deuxième exemple d'item pour notre agenda, ce serait de pouvoir beaucoup mieux comprendre comment favoriser l'usage que vont faire les décideurs, les bailleurs ou les autres intervenants des résultats de l'évaluation ou des évaluations qui ont été faites. J'ai parlé tout à l'heure de la question de modestie, et je reprendrai le terme en disant qu'il faut, selon moi, avoir un petit peu de modestie par rapport à ce que peut nous apporter l'évaluation, en particulier lorsque l'on parle de programmes sociaux ou de changements systémiques qui ne sont peut-être pas aussi simples à examiner que des évaluations de projets. Ça va évidemment dans le même sens que la patience qui est nécessaire au niveau de l'évaluation. Je pense de plus, et ça c'est un élément important que je vais toucher tout à l'heure lorsque je parlerai de ce que peut faire EvalPartner, c'est que la fonction d'évaluation n'a pas encore toute la reconnaissance qu'elle devrait avoir, et en ce sens-là, il serait important que l'on puisse accorder à l'évaluation la place qu'elle mérite au sein de tous les outils d'appréciation qui existent. Maintenant, pour EvalPartner, je crois d'abord que je voudrais féliciter et encourager cette organisation qui joue un rôle tout à fait admirable pour former et regrouper les associations à travers le monde, appuyer leur renforcement et leur cohésion. Et selon moi, en particulier dans cette année d'évaluation, c'est un rôle qu'elle doit poursuivre. Ceci dit, j'envisage néanmoins 3 aspects sur lesquels EvalPartner pourrait jouer un rôle plus important. Le premier, je pense que EvalPartner devrait continuer à œuvrer pour que l'évaluation réponde aux besoins du pays et non pas seulement aux besoins des bailleurs. Je peux peut-être dire, avec l'expérience que j'ai pu acquérir au cours des dernières années, c'est que dans le domaine du développement international, l'évaluation semble être devenue une entreprise de bailleurs de fonds, ce qui n'est pas nécessairement celle des décideurs recevant de l'aide. Alors pour l'évaluation, il est clair, pour les bailleurs de fonds, excusez-moi, l'évaluation demeure un outil indispensable pour comprendre les résultats de leur intervention. De sorte qu'il se crée ce que j'appelle, entre grands guillemets, une industrie de l'évaluation, et de là se multiplient toutes sortes d'activités qui sont faites afin de renforcer l'offre de services en évaluation pour des bailleurs de fonds. Je pense notamment à toutes sortes de formations qui sont offertes en gestion, en évaluation, et qui sont faites afin de former les représentants des pays bénéficiaires, afin qu'ils puissent faire des évaluations qui correspondent aux normes des bailleurs. Alors, entendons-nous, ces activités de renforcement sont importantes et elles correspondent à un certain besoin. Mais ces besoins ne sont pas nécessairement les mêmes, que ce soit en termes de complexité ou en termes de processus, que ceux des décideurs. Et à mon sens, le rôle d'EvalPartner serait d'aider et de plaider en faveur de renforcement des capacités qui seraient également adaptées aux besoins des pays. Trop souvent, selon moi, les associations d'évaluation se transforment malheureusement en mécanisme de recrutement de consultants nationaux pour des évaluations conduites par les bailleurs, et c'est dommage. La recherche, l'adaptation des outils sont d'autres rôles importants que pourraient jouer les associations en général et EvalPartner en particulier. Je pense que dans cette lignée, un second rôle à jouer pour EvalPartner est de créer ou de contribuer à créer une culture d'imputabilité. Et par culture d'imputabilité, je crois qu'il ne faut pas vraiment mélanger cela avec la culture d'évaluation. Alors, la société civile joue un rôle primordial pour améliorer la reddition des comptes des décideurs, et en ce sens, EvalPartner et tous ses membres doivent poursuivre leurs activités. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les décideurs ont besoin d'outils de feedback afin de prendre les décisions, et l'évaluation n'est qu'un outil de feedback parmi d'autres. De sorte que créer ou parler d'une culture d'évaluation est un peu restrictif. Il faut créer une culture de l'imputabilité et réfléchir en quoi cela peut consister pour chaque pays. Cela veut dire qu'il faut réfléchir à d'autres également mécanismes de reddition de comptes que peut utiliser le décideur
et renforcer ces mécanismes. Je pense qu'un troisième point, et un rôle que pourrait jouer Eval Partner, c'est la professionnalisation de l'évaluation. Alors, à part certains éléments, comme par exemple au Canada, où la profession d'évaluateur commence à être reconnue en tant que telle, il n'y a pas énormément d'autres tentatives qui ont été faites pour rendre la profession d'évaluateur aussi codifiée, aussi balisée, comme d'autres corps de métier, comme par exemple celui des comptables et des vérificateurs. De sorte que plusieurs personnes peuvent s'improviser évaluateurs. Plusieurs personnes peuvent décider à tout moment d'être en mesure ou de se sentir capable de porter un jugement critique sur une série de faits pour se nommer utilisateur et évaluateur. Et je crois que la profession d'évaluation demande en effet d'avoir un certain nombre de critères, d'avoir une meilleure identification des compétences à avoir, d'avoir une meilleure reconnaissance sur le milieu professionnel, afin effectivement que plusieurs personnes puissent au fur et à mesure être vraiment confortables et bien dotées des qualités nécessaires afin d'entreprendre ce métier qui est tout à fait un métier aussi important que celui, comme je disais, d'un auditeur, d'un vérificateur ou d'un comptable. Alors ce sont quelques-unes des expériences que j'ai eu à partager avec vous. Je souhaite que tous participiez à cette grande année d'évaluation, cette année qui marque véritablement une reconnaissance pour la profession en général, et je souhaite à Eval Partner et à toutes les associations qui en font partie beaucoup de succès dans toutes les activités qu'elles auront à entreprendre. Je vous remercie.